Je suis infirmier et il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out et j'ai tout arrêté. Dans cette vidéo, je te montre les 7 étapes qui ont permis de reconstruire ma vie, sans formation ni bilan de compétences. Et surtout, sans jamais y retourner. 1. Pourquoi ce que tu vis n'est pas une faiblesse. 2. Pourquoi retourner en service est une erreur. 3. Qui es-tu en dehors du soin. 4. Comment éviter le piège de la culpabilité. 5. Ce que tu sais faire vraiment en dehors du soin. 6. Comment construire la vie sans te rebriser. Et enfin 7. Comment passer à l'action concrètement. Pour commencer, il faut comprendre pourquoi ce que tu vis n'est pas une faiblesse. Le burn-out affirmé a une définition qui est très claire. C'est l'épuisement de quelqu'un qui a donné trop longtemps sans recevoir ce dont il avait besoin pour tenir. Et ça, ce n'est pas lié à ta personnalité, ton courage ou ta résistance. C'est lié à un environnement qui a dépassé tes capacités d'absorption. Tu as absorbé la douleur des autres pendant des années. Ton corps t'a juste présenté la facture. Tant que tu penses que c'est une faiblesse, tu te bats contre toi-même. Et du coup, tu peux pas avancer. D'ailleurs, le burn-out est reconnu depuis 2019 par l'OMS comme un syndrome lié au travail. Et ça, c'est pas dans ta tête, c'est une réalité médicale concrète. Et maintenant, tu te diras sans doute que si c'est pas une faiblesse, finalement tu peux retourner en service. Et dans la plupart des cas, c'est une erreur, et tu vas savoir pourquoi maintenant. Ensuite, pourquoi retourner en service, c'est une erreur. Le burn-out modifie physiquement ton cerveau. L'amygdale, la zone qui gère le stress, reste en état d'alerte permanent même après l'arrêt. Ton système nerveux est encore en mode survie. La mémoire traumatique fonctionne par association. Une odeur, un couloir, une voix, une situation. Et ton corps réactive instantanément l'état d'épuisement, comme si tu n'étais jamais parti. Et ça, c'est pas psychologique. C'est neurologique. Tu ne choisis pas de réagir comme ça, c'est ton cerveau qui te protège. Retourner dans le même service avant d'avoir traité ces réponses automatiques, c'est exposer un système nerveux fragilisé, exactement au même déclencheur que ce qui t'ont mis à terre. C'est d'ailleurs pour ça que la rechute arrive très vite. Pas parce que tu es faible, mais parce que le terrain n'y est pas propice. Il faut savoir aussi que le temps d'arrêt seul ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais pendant cet arrêt. Alors qui es-tu en dehors du soin ? Pendant des années, être infirmier, c'est pas juste un travail. C'était une identité, une façon d'être utile, une raison de te lever le matin. Quand tu enlèves ta blouse, tu ne perds pas juste un emploi, tu perds un morceau de toi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que le vide après l'arrêt est si brutal. Ce n'est pas la perte du travail, c'est la perte de sens. La plupart des gens autour de toi te demandent ce que tu vas faire. Mais personne ne te demande qui tu vas être. Et c'est pourtant par là qu'il faut commencer. Avant les métiers, avant les formations. D'ailleurs, le jour où j'ai arrêté de chercher un nouveau métier et à chercher qui j'étais vraiment, c'est là que pour moi tout a changé. Et là tu te dis peut-être, c'est bien beau mais la culpabilité est toujours là, les collègues manquent de monde, mon entourage me pousse à reprendre, et ça c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Donc comment éviter le piège de la culpabilité ? Quand le soulagement des premiers jours passe, la culpabilité arrive. Les collègues manquent de monde, tu sens tes responsabilités revenir, ton entourage t'encourage, te dit t'es fort, tu vas reprendre. Et cette pression extérieure, elle est réelle, parce qu'il y a une attente vis-à-vis de toi et vis-à-vis de tout ce que tu as été depuis des années. Mais elle vient de gens qui ne comprennent pas ce que tu traverses neurologiquement. La culpabilité, c'est une émotion qui est tout à fait normale. Mais ce n'est pas un bon indicateur de décision dans ce cas-là. Retourner par culpabilité sans avoir traité la question de l'identité, et aussi de la mémoire traumatique, c'est exactement ce qui fait rechuter. Il faut savoir une chose, les gens qui t'entourent ne sont pas malveillants. Ils sont juste impuissants face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et ta décision de ne pas y retourner ne leur appartient pas. Elle t'appartient uniquement à toi. Mais alors, qu'est-ce que tu sais vraiment faire en dehors du soin ? Voyons maintenant ce que tu sais vraiment faire. Pendant toutes ces années en service, tu as forcément construit des compétences rares. D'ailleurs, je vais t'en donner quelques exemples. Mais personne ne t'a vraiment jamais appris à les nommer en dehors des termes médicaux. Par exemple, lire une situation complexe en quelques instants. Prioriser sous pression. Communiquer avec des gens qui ont peur. Tenir un cap quand tout s'effondre. Tout ça, ce sont des compétences qui vont bien au-delà d'un simple couloir d'hôpital. Et la grande différence entre compétences techniques et transférables, c'est que la technique reste dans le soin, la transférable part avec toi partout où tu es. D'ailleurs, si tu veux un exercice concret, tu vas lister 5 situations professionnelles où tu t'es senti le plus efficace. Pas les plus faciles, j'insiste là-dessus, vraiment les plus efficaces. Et ce que tu fais dans ces moments-là, c'est là qu'est ta vraie valeur. Il y a forcément des choses que tu sais faire naturellement, sans effort. Et ça, c'est exactement ce que d'autres recherchent et sont prêts à payer pour ça. Maintenant que tu sais ce que tu vaux, la dernière étape, c'est de reconstruire la suite sans te rebriser. Et c'est d'ailleurs là que la plupart des gens font la dernière erreur. La toute première erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Le besoin de prouver que tu t'en sors va te pousser à prendre la première chose qui se présente à toi, et qui n'est pas forcément la bonne. La deuxième erreur, c'est de reproduire le même schéma.
Choisir un environnement à nouveau exigeant, sous pression, centré sur les autres, parce que c'est ce que tu connais. La troisième erreur, c'est de construire seul. Sans repère, sans méthode, sans quelqu'un qui comprend vraiment ce que tu traverses, tu tournes en rond et tu t'épuises à nouveau. Ce qui protège vraiment, c'est de construire à partir de qui tu es. Et pas à partir de ce que le marché du travail attend de toi. La bonne vitesse n'est pas la plus rapide. C'est celle qui te permet d'avancer sans rechuter. Et un premier pas concret suffit. Pas un projet de vie complet forcément. Juste une direction claire et une première action posée. Et ça, c'est exactement le chemin avec les 5 étapes que j'ai traversé moi-même. Je te remercie d'avoir écouté et à la prochaine.